Bonsoir et bienvenue à l'émission Décryptage. Ce soir, nous recevons pour vous le président du collectif des patrons des entreprises du Congo, COPECO en sigle, Monsieur Roger Obès. Bonsoir, Monsieur Roger Obès. Bonsoir, madame. Et comment se porte votre organisation, le collectif des patrons des entreprises du Congo en sigle COPECO? Bien, je ne parlerai pas du COPECO comme tel, je parlerai des patrons du patronat congolais, qui est différent de l'État. C'est vrai, j'étais président du COPECO à la création, j'étais le fondateur du COPECO. Et après évolution, donc aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a 20 ans que COPECO existe. Et il y a 20 ans 20 ans déjà. Donc oui. COPECO a été créé en 2005. 2005, pardon. Oui, 2005. Et donc ça fait 20 ans que COPECO existe. Maintenant, actuellement, COPECO est dirigé par M. Lembe Doudou, qui est le président de COPECO. Et à l'issue de la dernière assemblée générale, donc là, il finit son mandat. Je reste comme le parrain de ces organisations patronales. Oui, vous êtes le parrain des organisations patronales. Vous étiez au cœur de la création du COPECO. Alors, il y a eu entre-temps une frange des patronats qui ont décidé de quitter, de se désolidariser de votre organisation patronale. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, vous savez, dans chaque organisation, comme ça se passe, hein, il y a des frustrés, il y a des mécontents, qui, à l'issue donc d'une assemblée générale, ils pensent qu'eux, ils peuvent faire leur chemin. À ce moment-là est né le CCIC, dirigé par Paul Nelson Mandigi. Après, pendant que nous sommes sortis du mandat de 3 mandats de la naissance de COPECO, il y a eu le mouvement des entreprises du Congo, donc on appelle le MUDIC, qui c'est aussi de solidarité pour essayer de créer le MUDIC. Maintenant, nous sommes revenus aux affaires. À ce moment-là, quand il y a eu donc des mésententes au niveau de l'organisation, vous savez toujours là où il y a des personnes, ça ne manque pas des mécontentements. Il y a eu donc ceux qui ont créé le MOGEC. Oui. Donc voilà, ça fait partie des syndicats des entreprises du Congo. Et donc tout ce monde-là défend les mêmes intérêts. Bon, alors à la création, quand nous avons créé COPECO, nous pensions que une offre qui était de ce syndicat qui défend les intérêts des commerçants ne regardait pas trop le secteur de l'État, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec l'État. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée donc de créer d'abord COPECO, qui était les entreprises qui travaillaient avec l'État, qui est une classe économique nationale qui émerge. Est-ce que ce n'est le cas aujourd'hui là? Ben malheureusement, le secteur privé national est presque négligé, presque brimé, parce que les gens n'ont pas confiance aux nationaux. Ils préfèrent travailler avec les sociétés étrangères qui arrivent, qui rapatrient des capitaux à l'extérieur, tandis que notre but c'était d'avoir une bonne classe sociale nationale qui peut aujourd'hui faire la fierté de l'économie nationale. Qu'est-ce qui fait que cette réticence-là de l'État vis-à-vis du patronat congolais? C'est pas l'État comme tel, ce sont des personnes qui dirigent, qui ont des préjugés. Quand ils arrivent aux affaires, ils pensent que en arrivant aux affaires, les gens ne travaillent pas bien, les gens ne prestent pas au niveau national. Vous savez, dans une structure comme le secteur privé, dans plusieurs pays, il faut encourager. C'est vrai, il y a des brebis galeux qui sont là, mais c'est pas tout le monde qui marche dans ce secteur. Vous comprenez qu'aujourd'hui, par exemple, l'État ne peut fonctionner dans l'économie libérale qu'avec le secteur privé. Mais c'est le contraire au niveau du Congo. Les administrateurs de l'État sont devenus plus riches que les commerçants. Peut-être qu'on vous reproche un certain nombre de choses, c'est-à-dire que quand vous nouez des contrats avec les administrateurs de l'État, vous ne respectez pas les clauses. Comment ne pas respecter? L'État a par devers lui des mécanismes de contrôle, de vérification pour que les marchés octroyés aux entreprises, aux établissements, le machin, soient contrôlés et vérifiés jusqu'à l'aboutissement. Donc on peut aujourd'hui accuser les entreprises, tandis que l'État a mis en place des mécanismes de contrôle. Nous avons
le contrôle budgétaire. Nous avons la Direction générale des marchés de l'État. Comment on peut traiter les marchés. Nous avons l'ARMP, qui marché de régulation des marchés de l'État. Mais comment vient qu'aujourd'hui on fait confiance plus aux opérateurs économiques voilà, étrangers que nationaux? Vous savez, c'est question de culture. Question de culture. Expliquez, soyez un peu plus explicite. Vous savez, qu'est-ce que vous entendez par une question de culture? La culture, c'est quoi? Aujourd'hui, la culture économique, c'est quoi? C'est laisser l'opportunité aux entreprises d'émerger, ne pas caler. Vous savez, quand les gens investissent, l'économie libérale, quand nous investissons pour accompagner l'État, en contrepartie, il va falloir que l'État soit solvable pour pouvoir régler, payer ses créances. À ce moment-là, le circuit va redémarrer. Bon, vous comprenez que ceux qui arrivent aux affaires se mettent eux-mêmes juges et partis. Ils commencent à faire des affaires. Vous prenez par exemple les cas des ministères où les crédits d'investissement ou de fonctionnement sont utilisés par les ministères eux-mêmes. À ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous prenez un marché de l'État, vous avez investi pour le retour à l'investissement. Vous avez par contre un opérateur économique qui a investi, qui attend 5 ans pour être payé. Justement, c'est ça. Il y a un manque à gagner énorme. Oui, oui. Et aujourd'hui, alors à ce moment-là, oui, on ne facilite pas aux opérateurs économiques d'émerger, au secteur privé d'émerger. Parce que tout ce qui arrive aux affaires, surtout au ministère des Finances, pense que les opérateurs économiques se font la part belle sur les marchés de l'État. Or, quand vous regardez, ce sont les mêmes administrateurs des crédits qui utilisent leurs connaissances pour octroyer des marchés. Et en octroyant des marchés, il y a des rétrocommissions que personne ne dit. Ce que vous venez d'évoquer là fait partie de tout ce qui entrave à la bonne marche, à l'évolution des opérateurs économiques congolais. Bien sûr que oui. À l'époque, au sortir des années, à l'entrée des années 2000, l'État préfinançait les marchés. Quand on préfinance les marchés, c'est vrai, il y a eu des bévues et des gens qui n'ont pas respecté. Il y a eu beaucoup de bévues. Parce que quand l'État finançait, et vous, en tant qu'opérateur économique, vous avez en profité de cette méthode employée par l'État. Vous savez, on sortait d'une situation difficile. Parce que vous avez signé, l'État vous a fait confiance. Vous avez signé des clauses avec l'État et vous ne respectez pas votre engagement. Vous savez, madame, on sortait d'une crise des années de 1997 dans la guerre. Donc, il fallait relancer l'économie. Il fallait relancer l'économie pour permettre aux acteurs économiques de faire face un peu, essayer d'aider un peu l'État. Mais dans le lot, on peut trouver les gens qui n'ont pas la culture d'argent, qui aussitôt, quand on leur donnait de l'argent pour faire des marchés, commençaient à aller faire n'importe quoi avec cet argent. Mais quand on a remis en place le mécanisme comme quoi il faut préfinancer, après on vous paye, l'État, en contrepartie, n'arrivait plus à payer ses créances. Ce qui a fait qu'au moment, on a mis tous les opérateurs économiques en difficulté. Votre dette, la dette intérieure commerciale s'élève, due aux opérateurs économiques, s'élève à combien? Bon, je ne peux pas vous dire actuellement quel est le montant exact de la dette intérieure parce que ça se cumule chaque année. Chaque année, ça se cumule. Vous voyez, je prends l'exemple de l'année dernière, 2024. Oui, parlons de 2024, par exemple. 2024, on n'a pas beaucoup travaillé, mais l'État n'a pas pu payer plusieurs créances. Vous pouvez comprendre que le Trésor, qui émet les ordres de virement, signés par le Trésor général, mais qui n'a pas payé. Mais j'ai rentré dans les annales de la comptabilité nationale, comme quoi ces prestations étaient payées. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas payé. Chaque année. Oui. Parlons de la dette, ça se lève à combien aujourd'hui? S'il faut parler. Bon, vous donnez le chiffre exact actuellement de la dette intérieure commerciale due aux opérateurs économiques. Ce serait nationaux, bien sûr. Hein. Oui, nationaux, oui, je parle des opérateurs. Je ne sais pas vous donner le montant exact, mais je pense que ça avoisine les 3 000 milliards. Les 3 000 milliards. C'est quand même énorme. Quel genre de prestations avez-vous fait vis-à-vis de l'État? Vous savez, l'État
à l'État pour les que biens, ça puisse... les biens et services. C'est un montant vraiment énorme. Madame, les biens et services... Près de 3 000 milliards. Madame, les biens et services de l'État sont prestés par les opérateurs économiques. L'investissement de l'État, c'est les opérateurs économiques. L'investissement de l'État? Bien sûr que oui. L'État... Dans quel domaine précisément? Dans les infrastructures. Dans les infrastructures, oui. Dans les biens et services. OK? Parce que l'État, pour fonctionner, a besoin des petits... comment vous appelez ça? Biens et services. Biens et services, ça veut dire le matériel technique, tous les petits matériels techniques, c'est livré par les opérateurs économiques. Vous comprenez? Des matériels médical, les fournitures de bureau. Tout ce qui est fourniture de bureau et autres, c'est presté par l'État. Les travaux de réhabilitation, les travaux d'entretien, les travaux de construction. Et l'État lui-même, il ne finance pas quand il s'agit des infrastructures de grandes envergures. Non, vous savez, l'État a un budget. Oui. Le budget est provisionnel. Quand l'État fait le budget, il fait des appels d'offres. Okay? Il y a des niveaux. Des grands travaux, par exemple, prennent des grosses infrastructures. Mais les autres petits services, les biens et services, ce sont des opérateurs économiques nationaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager d'abord la contrainte locale. Il faut encourager les opérateurs économiques nationaux. Oui, tout à fait. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes buté, vous avez beaucoup de problèmes. Vous avez des étrangers qui arrivent. Je prends le cas des entreprises chinoises qui viennent pour les gros travaux. Mais si les entreprises chinoises commencent à descendre jusqu'au petit marché de fournitures de bureaux, de fournitures de matériel de bureau et autres, fournitures informatiques et autres, ça n'arrange pas les nationaux. Vous décriez aujourd'hui qu'il y a des prestations de services aujourd'hui le manque de paiement de l'État qui sont offertes aux étrangers, aux opérateurs économiques étrangers. Vous savez, on prend le cas des grands travaux. Des grands travaux. Les grands travaux, les entreprises qui sont inscrits au droit congolais peuvent aujourd'hui subventionner. Ceux qui ont la capacité, bien sûr, de préfinancer les gros marchés. Mais ceux qui n'ont pas la capacité, est-ce qu'on va tout donner aux étrangers qui ont la grosse capacité de pouvoir préfinancer? Mais parce que vous n'avez pas des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Pour répondre aux besoins non, madame, qui se présentent. Avez-vous des moyens? Mais peut-être qu'ils ont plus des entreprises de moyens que vous. Ils ont des entreprises congolaises qui aujourd'hui qui ont des capacités de pouvoir faire face au marché. Mais il faut favoriser. Il faut favoriser aussi les nationaux. Et vous demandez faut faire la sélection aux administrateurs de l'État de favoriser les nationaux. Il faut sélectionner les nationaux qui ont cette capacité de pouvoir faire face au marché de l'État pour qu'il y ait une locomotive nationale qui entraîne les autres. Pourquoi voulez-vous que les étrangers viennent seulement s'installer ici et prennent les marchés de l'État? Alors, vous dépendez les patronats internationaux. Qu'est-ce que les ministères du commerce, le ministère des petites et moyennes entreprises font pour protéger le secteur privé national? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les lois? Est-ce qu'on met en application les lois qu'on met en place? Parce que nous savons que même sur l'étalage des marchés, il y a des lois qui interdisent les étrangers de venir faire le plat. Même pour le petit commerce. Mais est-ce qu'on met ça en application? Quels sont les contrôles? C'est ça le grand problème aujourd'hui là. Or que nous savons très bien que on peut, comme font les autres, protéger le secteur. Il y a des seuils. On peut dire aujourd'hui, à partir de 500 millions, ce sont moins de 500 millions, ce sont les nationaux. Au-delà, ce sont les entreprises étrangères qui peuvent venir compétir avec les autres. Mais il faut favoriser. Il faut favoriser. Est-ce qu'on a mis en place ces mécanismes? Donc, vous voulez qu'on puisse mettre en place, vous suggérez aux gestionnaires de l'État de pouvoir mettre en place ces mécanismes? Non, on peut mettre des garde-fous sans plutôt le dire. On met des garde-fous, on sait que bon, ceux qui donnent les marchés de l'État, ceux qui octroient les marchés de l'État, on peut regarder, ah tiens, quelle est cette entreprise? Est-ce qu'il est géré par un Congolais? OK? À ce moment, on sait que bon, d'accord. À ce montant, on peut accepter. Si c'est un étranger qui est l'administrateur de cette société, on regarde bien, parce qu'on sait. À travers le RCCM, on peut découvrir que la personne n'appartient pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt avec la zone de libre-échange continentale au niveau africain? Oui. Est-ce que vous vous préparez à affronter ça? Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train de rentrer dans le marché. Parce que lorsqu'on vous entendre parler, vous êtes en train de pleurnicher. On ne pleure mais pas, avec la zone économique de libre-échange continentale, seriez-vous, vous en tant que les patronaux nationaux, seriez-vous prêts à affronter les autres? Bien sûr que oui. Il faut mettre les conditions. Mettez les conditions. Pour accompagner.
Mettez les conditions pour accompagner. On va demander la compétitivité parce que ça sera rude. De rentrer dans la COCAF. OK? Roger Obès. Nous sommes en train de rentrer dans le secteur ZLECAf. OK? Mais quelles sont les conditions que l'État a mis en place pour permettre aux nationaux d'être compétitifs? Mais c'est à vous aussi de créer des conditions. C'est à vous de se préparer en conséquence. Attendez, madame. Aujourd'hui, ceux qui prestent avec l'État. Si vous continuez toujours à pleurnicher, à demander le soutien de l'État, à demander à ce que l'État vous accompagne. Madame, s'il vous plaît, l'État actuellement... Seriez-vous à mesure d'affronter mais bien sûr que oui. Les autres, quand il y aura la zone de libre-échange continentale. Madame, s'il vous plaît, l'État congolais actuellement ne met pas en place des mécanismes d'accompagnement du secteur privé national. Parce que la compétition arrive en face. On va être écrasé. Oui, évidemment, donc, vous serez écrasé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'État déjà commence à réguler au niveau local. Au niveau local. Comment ça se fait? Vous prenez quand un opérateur économique a presté pendant un moment, il est en difficulté de paiement. Parce que l'État ne fait pas face. Tous ceux qui travaillent avec l'État sont en difficulté. Mais l'année passée, le président de la République avait donné l'aval. Le président de la République a signé un décret. A signé un décret, oui. Le décret 1579 du 19 novembre 2023 pour que la dette intérieure soit payée avec des bonifications, avec des clauses. Des clauses, oui. Donc, la décote de 63%, 66%, pardon, de 25%, de 35%. Donc, pour démarrer cet apurement, l'État a versé 10 millions. À tous les opérateurs ceux qui étaient audités, qui avaient cette créance. Et donc, les opérateurs économiques audités, Monsieur Roger Obès faisait partie. Bien sûr que oui. Madame, s'il vous plaît, dans les 10 millions octroyés aux opérateurs économiques, c'était juste pour essayer de booster un peu. C'est juste pour saupoudrer. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui là? C'est juste pour saupoudrer. Bien sûr que oui. Mais il y a eu la volonté manifeste de l'État, il faut le reconnaître. Oui, je vous en prie. C'est une créance que vous avez signé les accords, on doit vous payer. Si on vous donne 10 millions, vous avez la dette sociale, vous avez la dette fiscale qui tape dessus. 10 millions, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'économie? Est-ce qu'on peut diversifier l'économie avec les 10 millions qu'on a donnés et puis on n'a pas respecté les clauses? Nous avons signé pour 66%, 35%, 25%. Alors, les 66%, l'année qui venait, on vous payait une fois. 35%, on payait pour 3 ans. 25%, on payait pour 4 ans. L'État en retard, par exemple. Mais ça, c'est les créances auditées. Mais vous avez d'autres créances qui n'ont pas été auditées, qui sont encore dans le stock. Qui sont encore dans le stock. Vous avez l'IGF qui avait audité. Il y a une partie de la dette qui n'est pas encore auditée. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme, qu'on n'a pas auditée. Et qu'est-ce que vous attendez en temps normal, si l'État respectait ses engagements, après avoir signé les accords en rapport avec le décret signé par le président, on devait en principe être à la dernière année du paiement de ces créances-là, on serait déjà à autre chose. Mais mettez-vous en tête que 2024 n'a pas été payé. Elle va s'accumuler sur la dette intérieure. 2025, depuis le début de l'année, n'a pas été payé. Nous savons que l'État a des difficultés. C'est vrai. Mais il faut que les administrateurs de crédit, que le gouvernement pense à solder au fur et à mesure. Mais la priorité de l'État aujourd'hui, c'est quoi? C'est payer les salaires. Les salaires, c'est la consommation. On ne fait que la consommation. Mais quand vous payez les entreprises investissent. Vous avez, entre-temps, l'année passée, il y a eu des négociations entre le patronat congolais et l'État, notamment par le biais du ministère des Finances. Oh, laissez tomber. Quelle négociation? Qu'en est-il aujourd'hui? Il n'y a pas de négociation. Bon. On a mis en place un comité de suivi de l'apurement de la dette. C'est à peine si l'État n'a pas... Les négociations madame, s'il vous plaît. N'évoluent pas. Laissez-moi oui, je vous en prie, continuez. Quand on met en place un comité de suivi, il faut respecter, il faut organiser des réunions. Mais le ministère des Finances, qui arrive pour remplacer le ministère d'Ondaï, n'a jamais reçu les opérateurs économiques pour organiser des réunions. Nous avons écrit plusieurs fois pour demander que le comité de suivi d'apurement discute avec le ministère des Finances. Le comité d'appurement de la dette sociale. Le comité de suivi. Oui. Mais, curieusement, subitement, le ministère paye 112 entreprises sans tenir compte des critères signés par
les conventions signées par les entreprises avec la Caisse congolaise d'amortissement. Quels sont ces critères-là? Vous pouvez vous épingler quelques-uns de ces critères? Il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. On se lève d'un matin, on publie 112 noms. Sans tenir compte des critères de sélection. Comment ça se passe? On a payé les moins nantis, les plus, ceux qui avaient plus de créances ou pas, nous ne savons pas. Donc comme ça, le nouveau directeur de la CC arrive. Avez-vous cherché à se rapprocher, auprès des services, le comité de suivi du paiement de la dette intérieure? Nous avons demandé plusieurs fois au ministère des Finances. Nous avons écrit au Sénat, nous avons écrit à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé au ministère des Finances de nous recevoir pour essayer de clarifier un peu cette situation. On ne peut pas, sur quelle base, payer 112 personnes sans tenir compte du décret qui demandait qu'on paye 66%, 35%, 25%. Bien. Ça n'est pas de problème aujourd'hui. Bon. Il faut accompagner le secteur privé national. Vous savez, on ne peut pas négliger. Quand vous arrivez dans les administrations, qu'est-ce que vous demandez? Quand vous arrivez dans les administrations, vous êtes en train de déplorer Madame, s'il vous plaît, les procédés de l'État, la manière d'agir, le comportement de l'État, des administrateurs de l'État vis-à-vis des opérateurs économiques. Vous savez, je prends un exemple tout simple. Oui, allez-y. Je prends un ministère qui gère l'examen et concours, par exemple. Au lieu de faire des appels d'offres, comme c'est d'habitude, commence à se faire payer en régie et désigner ses opérateurs économiques de son choix, sans appel d'offres. Et la DSMP, qui gère les marchés d'État, ne peut pas faire face à cette situation parce qu'on abandonne. L'ARMP, qui est l'autorité des marchés d'État, n'est pas impliquée. Les premières personnes du marché, non. Comme ça, un ministère désigne ses opérateurs économiques, ça peut être ses accointances, et il octroie des marchés. Au vu au-dessus de l'ARMP, au vu au-dessus de la DSMP. Donc, quand vous rentrez dans l'administration, quand vous venez au trésor, vous avez travaillé, c'est comme si vous venez mendier. Non. Il faut améliorer le climat des affaires au Congo. Comme on rentre dans le secteur... Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le climat des affaires au Congo? La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, madame. Quand on rentre dans le marché international des marchés, il faut réguler la gouvernance. Pour que déjà, comment vous vous comportez avec les vôtres? Si vous vous comportez très bien avec les vôtres, nous, on peut venir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir cette bonne gouvernance, notamment concernant les rapports entre l'État et puis les opérateurs économiques nationaux? C'est une culture économique, c'est une culture des affaires. Le Congo commence à rentrer dans la culture des affaires. Il faut favoriser, laisser que le secteur privé évolue. Il ne faut pas freiner le secteur privé. Parce que c'est une chaîne. Au final, c'est une chaîne. Ça rentre, ça sort. La priorité aujourd'hui du pays, c'est payer les salaires des fonctionnaires. C'est payer les salaires des fonctionnaires. C'est ça la priorité. L'État aujourd'hui a la morosité de la situation économique et financière. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Mais je vous pose la question en tant qu'opérateur économique. S'il vous plaît. Mais nous ne faisons que prester avec l'État. Parce que aujourd'hui, l'État, c'est le plus gros pourvoyeur des fonds au monde. Pour gagner de gros marchés, c'est avec l'État. Vous avez des particuliers, mais avec l'État, on peut gagner des marchés. Pour permettre de relancer. À contrario aussi, l'État aussi a besoin d'un secteur privé dynamique pour booster son économie. Le secteur privé dynamique que vous n'arrivez pas à payer, comment on fait pour rebooster? Même pour diversifier l'économie, il faut avoir les moyens pour diversifier. Le secteur privé national, est-ce qu'on regarde? Quand on paie, madame, s'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'on cumule les dettes au niveau de la caisse des amortissements? Parce que l'État n'arrive pas à faire face à ses créances des années en cours. L'État met la priorité sur le fonctionnement. Or que l'État doit fonctionner sur des investissements. La dernière fois qu'on vous a donné en tant que, c'est-à-dire qu'on vous a, on a mis à votre disposition des moyens, une partie de la dette commerciale, due aux opérateurs économiques, ça remonte à quand? Madame, c'est une dette. L'État nous doit, c'est une dette. Oui. Donc ça nous appartient. Mais oui. Ah, mais est-ce qu'il y a eu la volonté manifeste de l'État de mettre à votre disposition? Madame, depuis 2023, qu'on a payé juste, semble de 10 millions, depuis on a pu payer. On a pu payer. Quand voulez-vous que l'on relance l'économie? Alors, quel est votre plaidoyer aujourd'hui
Nous voulons en tant que simplement, patronat. nous voulons simplement que le secteur privé national soit écouté et regardé, accompagné. Pour que nous, en contrepartie, on accompagne l'État. Parce que l'État ne peut travailler qu'avec les partenaires privés nationaux et étrangers. C'est ça le grand problème aujourd'hui. Donc l'État, c'est vrai, le pays en difficulté, c'est vrai, on peut, à la rigueur, alléger cette dette chaque fois qu'on paye les salaires. On peut dégager 5 milliards, on peut dégager 2 milliards, on peut dégager... C'est ça ce que vous préconisez. Pour qu'on pour paye alléger un peu la tâche aux opérateurs économiques. Pour ne pas cumuler la dette intérieure. Et cette année, avez-vous offert, en tant que je parle de vous, en tant qu'opérateur économique, des services à l'État, des prestations de services à l'État? Bien sûr que oui. Mais un entrepreneur, quand il est payé, vous avez la douane, oui, vous avez la fiscalité, vous avez le personnel, vous avez tout ce monde. C'est une chaîne. Oui. Mais quand au niveau national, on minimise les opérateurs économiques. On n'encourage pas les opérateurs économiques. On pense que les opérateurs économiques ne font pas. Or, ceux qui font pire, ce sont les entreprises, les de l'État. Regardez dans la ville. Sur 10 maisons à étage qui montent, vous avez peut-être 2 pour les entrepreneurs, pour les commerçants. Le reste, c'est pour les administrateurs de l'État. Comment ils font? Comment ils font? Dans un pays où c'est l'inverse des choses. Les fonctionnaires sont devenus plus riches que les commerçants. C'est le seul pays. C'est le seul pays. Et aujourd'hui, l'État ne peut pas compter avec les opérateurs économiques pour la diversification économique. Mais comment l'État va faire? On va repartir dans les histoires de comment on appelle, des marchés de rente, là. Non? Comment on va faire? Il faut que l'État travaille avec le secteur privé et national. Il faut que l'État soit là pour payer. Vous décriez, vous êtes en train de déplorer pour le fait que l'État aujourd'hui vous a laissé pour compte. Vous êtes laissé pour compte. Mais pourquoi? Les opérateurs économiques. Pourquoi laisser pour compte? Parce que c'est ça le moteur de l'économie. Le moteur de l'économique. Donc aujourd'hui, pour relancer l'économie congolaise. Madame, pour lancer l'économie, il faut qu'il y ait la classe privée locale. Ce qu'on appelle le contrat local. Et aujourd'hui, vous êtes buté à plusieurs contraintes. Mais bien sûr, madame, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vous donne 2023, 2024, 2025, le taux de participation du secteur privé national au budget d'investissement de fonctionnement est très faible. Très faible. Très, très faible. Parce que les gens n'ont plus le courage de travailler. Ceux qui travaillent actuellement... Cette faible participation d'investissement local, c'est dû à quoi? Parce qu'il n'y a pas de paiement qui suit. Il n'y a pas de paiement qui suit. Vous travaillez, on ne vous paye pas. Vous travaillez, on ne vous paye pas. Au lieu de penser à payer au fur et à mesure, d'éponger. Je prends un exemple, tout bête. On commence 2025. Ceux qui arrivent disent que non, moi je ne paye que ce qui est sur ma gouvernance. Mais l'État, c'est une continuité. Pourquoi 2024, on ne paye pas? Pourquoi on ne paye pas 2024? Qui vous a dit que 2024, on va payer? Mais qui paye? Qui paye? On ne peut pas dire que moi je viens d'arriver, ce qui a été passé, c'est pas mon problème, je paye ce qui est 2025. Mais pourquoi vous ne voulez pas 2025? Pourquoi ils ne payent pas 2025? Et qui vous a dit qu'il va payer seulement les créances de 2025? Mais qui paye d'habitude? Qui paye d'habitude? C'est l'État. Mais quel est le ministère qui paye? Le ministère des Finances. Mais pourquoi depuis on n'a pas payé? Vous savez combien de fois j'ai fait? Vous n'avez pas reçu madame, s'il vous plaît. le mobile de cette réticence ou le refus de payer les créances de 2024. Mais est-ce qu'ils ont les moyens? Mais est-ce qu'ils ont les moyens pour pouvoir payer? Est-ce qu'ils ont les moyens? Je ne sais pas s'ils ont les moyens. Mais on ne peut pas, l'État, c'est une continuité. Quand vous avez des OV montés, prêts à payer, on dit non, faites sur soir. On ne paye pas. Moi, je viens d'arriver, je prends 2025. Mais 2025, on ne paye pas. Bon, pourquoi on est venu faire, pourquoi on est ministre des Finances si on ne peut pas payer? On doit trouver le mécanisme. Mais quand on arrive à payer des salaires, parce que c'est une bonne masse. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que vous travaillez en symbiose avec l'État? Mais nous demandons à l'État d'être solvable, de payer les créances, de faire de telle sorte que chaque fois, pour ne pas cumuler, pour respecter les contraintes que l'État avec l'institution internationale, je prends le cas de FMI, Banque mondiale et les autres institutions financières, c'est de respecter. Quelle est aujourd'hui la situation sociale des opérateurs économiques? Catastrophique. 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 Beaucoup en meurent. Des milliers sont disloqués. Là, c'est très compliqué. Je ne sais pas vous dire. Nous avons même un cadavre sur les bras, actuellement. Quelles sont ces créances à la CCA? Les créances. Nous avons des situations difficiles. Mais ce qu'on demande à l'État, c'est quoi? Nous savons que la société est très difficile. Il faut améliorer la gouvernance. Il faut diminuer le train de vie de l'État. Il faut permettre que les gens investissent. On ne peut pas aujourd'hui
contracter des dettes pour payer la consommation. Non. Quand on prend des dettes, il faut investir pour qu'il y ait le retour d'investissement. Ça permet de payer ces dettes. Alors, votre situation aujourd'hui, là, socio-économique, catastrophique, influe aussi sur les travailleurs, vos travailleurs. Bien sûr, madame. Et aujourd'hui, là, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous pour le fonctionnement de vos différentes entités? Mais plusieurs entreprises nationaux sont en train de déclarer faillite. Il faut les déclarer. Nous avons demandé à toutes les entreprises qui sont en difficulté de passer aux impôts pour déclarer faillite, à la CNSS pour déclarer, faire son choix, pour attendre un peu l'amélioration. Je sais que ça va toujours s'améliorer. D'ici là, ça s'améliorera. Comme on est rentré dans le marché international des machins, ça permettra à l'État de pouvoir engranger des fonds à gauche à droite. Mais cet argent qui arrivera, faut investir pour que l'économie redémarre. À ce moment-là, on sera solvable, on peut aujourd'hui venir investir. Parce que le climat des affaires est morose. Ok, merci. C'est par ces mots de monsieur Roger Aubès, qui fut une figure emblématique du patronat congolais, que nous mettons fin à notre échange à bâton rompu de l'émission Décryptage. Il appelle la situation socio-économique et financière des entreprises du patronat congolais qui frise. Et il faut des recherches, des solutions. Il faut que l'État et les patronats travaillent en symbiose pour bosser l'économie congolaise. Pourquoi pas amorcer le chemin vers le décollage économique du Congo, qui nécessite aussi tant l'implication des partenaires extérieurs que intérieurs, pour que l'État aujourd'hui puisse avoir de marge de manœuvre pour sa diversification économique. Merci et à la prochaine.